Bien, alors pour poursuivre sur les énergies renouvelables, hein, après avoir vu l'énergie solaire avec les panneaux photovoltaïques, l'énergie éolienne avec notamment ben, les centrales éoliennes, l'énergie hydraulique avec les barrages sur les fleuves ou les rivières ou les usines marémotrices comme celle de la Rance. Vous avez comme autre type d'énergie renouvelable ce qu'on appelle la biomasse. Alors qu'est-ce que c'est la biomasse? C'est en fait tout ce qui est pardon, les déchets organiques, donc le bois, les déchets végétaux qui sont brûlés, qui vont fournir de l'énergie. Alors une usine de biomasse par exemple, il y en a une à Limoges. Alors celle-ci c'est pas l'usine de biomasse de Limoges, mais vous en trouvez de plus en plus proche des grandes agglomérations en France. C'est une façon de produire de l'énergie à partir des déchets végétaux. Et dernière façon de produire de l'énergie renouvelable, ce qu'on appelle les centrales géothermiques. Alors les centrales géothermiques, ce sont des centrales qui fournissent de l'énergie directement issue de l'énergie terrestre. Donc si par exemple vous avez des sources d'eau chaude, des geysers de chaleur qui remontent, comme il y en a en grand nombre en Islande, ici à Eyjafjallajökull, je vous garantis pas la prononciation, eh bien, vous pouvez fournir de la chaleur, notamment aux cités environnantes. Donc, voilà différents moyens de fournir de l'énergie renouvelable et donc de passer d'un ancien système basé sur des énergies non renouvelables et notamment des énergies fossiles à un système entre guillemets plus durable, plus respectueux de l'environnement, même si, comme je vous l'ai dit, un système n'est jamais totalement durable puisque pour fabriquer ces usines, fabriquer les panneaux solaires, fabriquer les éoliennes, fabriquer les barrages, eh bien, il y a toujours des conséquences environnementales. On a besoin de matériaux pour les produire et parfois on ne sait pas recycler certains éléments. Donc, il y a aussi un autre problème, c'est que les énergies renouvelables, eh bien, sont toujours en concurrence aujourd'hui avec les énergies fossiles et certains pays qui disposent d'énergie fossile en grande quantité et donc à coût très modéré, c'est-à-dire les pays producteurs, je pense notamment au Moyen-Orient, à la Russie, à l'Afrique du Nord, eh bien, ont tendance à limiter leurs investissements dans les énergies renouvelables puisque elles ont des énergies fossiles à bas coût. Donc on va dire que les pays qui développent le plus les énergies renouvelables sont souvent des pays qui sont de gros consommateurs d'énergie. Je pense notamment à l'Europe, à la Chine, à l'Amérique du Nord, mais qui ne possèdent pas forcément de très grands gisements d'énergie non renouvelable et qui donc essayent de trouver d'autres moyens de produire de l'énergie. Donc si on peut associer préservation de l'environnement, durabilité de la production et essayer de limiter la dépendance au marché mondial des énergies fossiles, eh bien ça pourrait être parfait. Certains pays disposent aussi du capital hein, renouvelable parce que, par exemple, si vous voulez produire de l'énergie solaire, eh bien, il est évident que vous aurez plus de facilité à en faire au Maroc ou en Algérie, au cœur du Sahara, plutôt qu'en Irlande où il pleut certainement beaucoup plus que sous un climat aride. Donc, il faut aussi bénéficier, par exemple, d'un ensoleillement suffisant ou pour produire de l'énergie éolienne, eh bien évidemment, il faut profiter également d'une forte présence de vent pour pouvoir en produire. Donc tous les pays au monde ne sont pas forcément égaux là-dessus. Par exemple, la géothermie, vous ne pouvez pas en faire partout. Donc, dans les pays développés, résoudre les problèmes d'accès à ces ressources est un objectif principal hein, et mieux faire face aux différents aléas que l'on a pu voir dans la partie précédente sont des enjeux majeurs du développement. Ces enjeux majeurs du développement qui sont mis en valeur dans ce qu'on appelle les objectifs pour le développement durable qui sont prévus d'ici 2030, hein, donc par l'ONU. Hein, vous reconnaissez ici le logo de l'ONU. Donc vous avez un certain nombre d'objectifs, hein, ils sont au nombre de 17. Donc parmi eux, vous voyez, on peut trouver l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, la réduction des inégalités, la défense de la justice et de la paix, la lutte contre le changement climatique, le recours justement, en ce qui nous concerne, aux énergies renouvelables, faire des villes et des communautés durables, etc., etc. Donc tous ces objectifs sont défendus au sein de l'ONU, qui est donc une organisation
supranational, hein, qui permet la collaboration de tous les gouvernements dans le monde, parce que la plupart des gouvernements dans le monde en font partie. Alors, troisième et dernière partie de ce cours, nous verrons à l'échelle de la France, donc ce que j'appelle la France, c'est la métropole, c'est-à-dire le territoire français, européen, ainsi que les territoires ultramarins, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer. On verra que les milieux français sont entre valorisation, donc on essaye d'en tirer de la valeur, hein, de les exploiter, et protection. Et pour cela, nous allons tenter de répondre à la problématique comment mettre en valeur les milieux, donc les milieux français, tout en ménageant, j'ai oublié le en d'ailleurs, tout en ménageant leurs ressources et en garantissant une gestion durable. Et donc, avant de rentrer dans le cours proprement dit, nous allons faire une étude de cas sur une île dont vous avez peut-être entendu parler il y a 2-3 ans, 3 ans pour être précis, l'île de Saint-Martin, avec la problématique suivante, reconstruire après l'ouragan Irma. Alors, pour procéder à cette étude de cas, vous allez devoir donc répondre à des questions sur un document. Ce document, c'est celui-ci que vous avez pu retrouver sur Pronote. Donc, Saint-Martin, reconstruire après l'ouragan Irma. Donc, vous avez une carte du territoire de Saint-Martin qui montre la vulnérabilité du territoire et deux textes. Pourquoi l'île de Saint-Martin est-elle si vulnérable au cyclone? Et le bilan en fait de la reconstruction un an après Irma. Et donc, je vous demande de répondre à 5 questions. Les 3 premières avec un extrait du reportage d'Envoyé spécial sur France 2 qui a eu lieu le 14 septembre 2017. Donc, je vous ai mis le lien dans le cours, hein. Vous cliquez sur le lien et vous regardez l'extrait du reportage d'Envoyé spécial sur France 2 et vous tentez de répondre donc à ces 3 questions. Quelle catastrophe majeure a touché cette île? Quelles sont ses manifestations? Et vous essayez de décrire les paysages dévastés et de montrer les différences qu'on peut noter selon les lieux, notamment par rapport aux quartiers riches, quartiers pauvres. Et enfin, avec les deux documents, hein, le document, alors j'ai dit document 1 et document 2, vous essayez de montrer la grande vulnérabilité de l'île. Ça sera la deuxième question. Et la première question, vous essayez de dresser un portrait géographique de Saint-Martin. C'est-à-dire, vous vous intéressez, par exemple, alors la localisation, on l'a déjà fait dans la présentation du document, vous devez la faire dans le cours, mais vous présentez donc le portrait de cette île, vous vous basez sur ces informations notamment, et sur des informations que vous trouvez dans ce document pour faire ce qu'on appelle un portrait géographique de cette île. Alors pourquoi cette étude de cas sur Saint-Martin, hein? C'est que, alors effectivement, la France, on a de la chance, est moins soumise au risque que d'autres États au niveau de développement équivalent, hein. C'est-à-dire que nous sommes un pays riche et par rapport à d'autres pays riches comme les États-Unis par exemple ou le Japon, eh bien nous avons beaucoup moins à subir les cyclones, alors ce serait les typhons pour le Japon, les ouragans pour les États-Unis, il peut y avoir aussi les tornades aux États-Unis, il peut y avoir les séismes, hein, qui peuvent toucher notamment la Californie, des énormes vagues de froid qui peuvent redescendre presque jusqu'à la Floride. Le Japon peut être touché par des tsunamis, c'est un terme japonais d'ailleurs, par des tremblements de terre, il y a du volcanisme actif. Bref, de nombreux aléas touchent ces pays riches. Et nous, la France métropolitaine, finalement, elle est relativement protégée de ces aléas. Nous, notre principale menace, c'est surtout le risque inondation. Mais par contre, nos territoires ultramarins, donc nos territoires d'outre-mer, je pense notamment à la Réunion, la Guadeloupe, pardon, la Martinique, Mayotte, et donc Saint-Martin, eux sont soumis davantage au risque que la métropole. Et donc Saint-Martin, avant même de répondre aux questions sur l'étude de cas, ce que je vous demanderai de faire, c'est de commencer par essayer de contextualiser cette étude de cas et donc d'essayer déjà de localiser l'île de Saint-Martin, donc à l'aide d'Internet, de planisphères qui sont présents dans le diaporama, hein, vous pouvez vous aider. Vous localisez l'île de Saint-Martin, donc vous dites dans quel hémisphère elle se trouve, hein, sur quel continent, dans quel archipel éventuellement, vous aidez des océans, des mers qui sont indiqués sur les différentes cartes, vous utilisez les points cardinaux, un peu comme on l'avait fait pour le Bangladesh, eh bien vous essayez de me localiser Saint-Martin de la façon la plus précise. Donc ça, vous faites
en introduction de l'étude de cas, et puis après, vous répondez aux questions sur l'étude de cas. Et cette étude de cas, eh bien, nous la corrigerons lors de la séance suivante. Je crois avoir tout dit, donc je vous renvoie donc à l'étude de cas sur laquelle seront indiquées les minutes du reportage qu'il faudra consulter pour répondre aux différentes questions. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puisque ici c'est le soir, et je vous retrouve lors de la prochaine vidéo. Merci beaucoup.